très heureux que vous soyez témoin de cette cérémonie. Effectivement, j'ai consacré toute ma carrière d'enseignant et de chercheur à réfléchir sur la culture arabe et sur l'histoire surtout de la pensée islamique. J'en ai fait le centre de mes préoccupations, non pas pour répéter et pour décrire seulement ce que les penseurs, les écrivains arabes ont fait ou dit, mais à partir de l'indépendance de l'Algérie, j'ai vu les dérives de l'idéologie de combat dévorer des possibilités historiques qui étaient à notre portée et qui permettaient en Algérie d'inaugurer précisément une autre histoire de la pensée islamique et une autre pratique de la culture arabe. Nos oreilles ont retenti combien de fois en entendant répéter indéfiniment jusqu'à nos jours la révolte contre l'agression culturelle de l'Occident. Cette expression m'a fait souffrir intellectuellement et me fait encore souffrir. C'est pour cela que dès la fin des années 60, début des années 70, j'ai ouvert 2 chantiers pour prendre en charge, en tant qu'historien, mais aussi en tant que penseur de l'histoire, les dérives de l'idéologie de combat qui continuent de ravager notre pensée, notre manière d'être et notre regard sur l'histoire réelle de l'Occident. L'histoire intellectuelle de l'Occident, l'apport intellectuel de l'Occident, scientifique et culturel, institutionnel, politique, non pas seulement pour l'Occident, mais potentiellement pour l'esprit humain. Pour l'esprit humain, c'est ce que nous n'avons pas compris. Voilà pourquoi les 2 chantiers que j'ai ouverts et qui sont toujours ouverts, et Dieu merci, j'ai de plus en plus de disciples qui comprennent l'importance de ces chantiers pour venir les creuser après moi, avec moi tant que je suis là, mais après moi aussi. C'est d'une part l'islamologie appliquée. Pour la différencier de l'islamologie classique, de ce qu'on a appelé longtemps l'orientalisme qui travaillait sur des textes anciens, lisait les textes anciens, éditait les textes anciens, mais paraphrasait seulement les textes anciens, sans interroger les fondements épistémiques et épistémologiques de cette pensée médiévale si lointaine, utilisée de manière apologétique pour dire qu'elle a été l'institutrice de l'Occident, alors qu'intellectuellement, scientifiquement, culturellement, comme je l'ai dit, juridiquement, institutionnellement, cette pensée est intéressante toujours, intellectuellement. Elle a des choses à nous dire, mais elle est obsolète pour comprendre notre histoire d'aujourd'hui et pour nous insérer les sociétés arabes, les cultures arabes au pluriel. Il y a une culture arabe au singulier qui est commune effectivement, classique, forte, non classique, etc. Mais il faut regarder, voilà un point sur lequel je suis intransigeant, les cultures arabes. Dans chaque pays arabe, il y a plusieurs expressions de la culture et il y a des langues qu'on a laissées mourir. Et une langue qui meurt, c'est une part de l'humanité qui s'en va. Donc
l'islamologie appliquée consiste à prendre en charge ces problèmes et à poser les questions comment les étudier pour élargir la culture des peuples et sortir les peuples du regard polémique, du regard de refus et du regard d'un imaginaire qui fabrique un Occident qui n'est pas l'Occident, sans oublier les torts et les excès de l'Occident qui ont pesé sur l'histoire. Ça fait partie de l'islamologie appliquée pour les montrer, mais tout en les différenciant de ce que l'Occident a apporté d'irréductible, d'impossible à mettre de côté, et qui nous donne des outils de pensée pour faire précisément ce travail d'insertion des sociétés arabes et des sociétés musulmanes en général dans l'histoire d'aujourd'hui, avec l'œil critique sur les mésusages de la modernité, sur la trahison en Occident de la raison des Lumières. Ça fait partie de l'islamologie appliquée, mais sans jamais perdre de vue que cette raison des Lumières est un événement historique qui reste valable et restera valable, et nous en aurons toujours besoin, parce que c'est la première fois que l'on a découvert la nécessité des libertés humaines, des libertés de l'esprit, des libertés de penser, des libertés d'analyser, des libertés de publier, des libertés de débattre. Ces libertés-là, nous ne les avons pas encore dans les cultures arabes telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, parce que une déformation idéologique, une prise en otage idéologique de l'islam comme culture et histoire de la pensée par les États partis, c'est comme ça qu'il faut les appeler, les États partis uniques depuis le début, le contraire de ces libertés, le contraire, l'opposé de la raison des Lumières dont nous avons tant besoin. C'est ce message-là que je souhaite faire parvenir à travers la table. Mais les États du Golfe sont en train de prendre un chemin qui est opposé justement et qui est tout à fait différent des plaintes récurrentes sur le Rasoul Fikri, sur l'agression. La Sorbonne est à Abu Dhabi. Le Louvre est à Abu Dhabi. Mais quelle subversion de la culture des musées, de trouver les possibilités. J'ai participé à plusieurs séminaires dans ce sens. Comment transférer la culture muséographique en Europe dans un contexte culturel qui est ce qu'il est encore aujourd'hui. Il y a une audace intellectuelle formidable et qui donne beaucoup d'espérance dans les pays du Golfe, jusqu'à présent, car cela n'a pas été fait ailleurs. Personne ne s'est intéressé au musée du Louvre, au British Museum, de la même façon, ou à d'autres grands musées. La culture muséographique en Europe, quelle avance et quel pas de géant, quelle subversion au meilleur sens intellectuel du mot subversion dans la situation culturelle que nous vivons. Merci de me donner cette occasion. Et permettez-moi d'ajouter un mot pour mon ami ici présent. Monsieur l'ambassadeur m'a demandé quel partenaire voulez-vous avoir pour cette cérémonie. Je n'ai pas hésité une seconde, j'ai dit Jean-Philippe Bras. Pourquoi? Parce que c'est une partie de ma vie. J'ai mentionné l'islamologie appliquée, mais je n'ai pas, je m'excuse, mentionné le deuxième grand chantier, critique de la raison islamique. Quel programme? Quel programme et quelle distance avec toutes les polémiques qui nous étouffent littéralement, culturellement et intellectuellement à propos de la burqa,
des versets sataniques de Mahomet, de Voltaire, et tutti quanti, et chaque jour il y a quelque chose qui survient, et tous les médias s'engouffrent dedans, et vous n'entendez jamais Mohamed Haroun porter sa parole et son témoignage, ceci je le remarque, dans les médias. Mon ami Jean-Daniel est ici, et il nous a donné la parole dans le Nouvel Observateur, mais je parle des médias, télévision, etc. C'est un fait. Donc le chantier de la critique de la raison islamique est quelque chose de fondamental. Ça doit occuper les générations à venir, parce qu'on descend dans les racines des fonctionnements de la raison dans une culture, des rationalités différentes et changeantes que produit une culture en fonction des cadres sociaux de la connaissance dans laquelle cette raison travaille. C'est une œuvre d'historien, c'est une œuvre de penseur et c'est une œuvre de critique. Surtout aujourd'hui, que fait la raison, que devient la raison dans les conditions actuelles de notre existence historique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et depuis les indépendances. Je reviens à mon ami. Il dirige l'Institut, dites-le parce que et des sociétés. Alors, courte histoire de cet institut. En 1989, nous avons eu l'affaire Louchner, qui a ébranlé la totalité de l'Occident. Début des grandes querelles, début des grands malentendus, alourdis encore plus qu'ils ne l'avaient été jusque-là, et début de tout ce que nous avons vécu. Les musulmans descendent dans la rue pour protester, alors qu'il s'agit d'un événement culturel, il s'agit d'une œuvre littéraire qui justement bouscule et pose des problèmes à toute la pensée islamique. Au lieu de descendre dans les rues, les musulmans auraient dû courir vers les bibliothèques, ils ne l'ont pas fait, et ils ne le font toujours pas. Ils l'ont fait pour le pape, ils l'ont fait pour la burqa, ils le font pour toutes sortes, pour les caricatures, etc. Ce sont des actes de culture, des problèmes de culture. J'ai demandé une audience au président Mitterrand pour lui demander, je l'ai écrit dans le monde, de donner aux citoyens musulmans de France, et ce sont mes mots dans le monde que vous pouvez lire, un espace d'expression intellectuelle, scientifique et culturelle, pour ne pas les laisser au ravage du discours fondamentaliste et intégriste, qui prospère dans les espaces de la mosquée. Et vous savez qu'on réclame des mosquées, mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace de la mosquée? Quelles paroles circulent dans l'espace de la mosquée? Une parole fondamentaliste, intégriste, sans contrepoids, sans contre-feu. Et le contrepoids et le contre-feu, c'est la critique de la raison islamique et c'est l'islamologie appliquée. Je l'ai expliqué au président. Et je lui ai dit, il faut absolument créer une école nationale d'études islamiques, les grandes écoles en France, pas un institut. Je connais la France, je sais ce qui se passe en France, je connais les dedans de la culture et de la pensée française. Donc, école. Et cette école est sous la protection du président de la République. Et évidemment, rattachée à l'éducation nationale, pas du tout au ministère de l'Intérieur. Eh bien oui, les religions sont au ministère de l'Intérieur. Ce seul fait qui date de Napoléon et qui continue encore aujourd'hui dénonce ce que j'ai appelé tout à l'heure les faiblesses et les démissions de la raison républicaine. Il est temps de réviser cette situation. Vous voyez comment l'islamologie appliquée met les pieds dans les débats politiques et les questions politiques les plus ardues et les plus importantes politiquement parlant pour changer les horizons politiques, justement, les horizons intellectuels de la pensée politique et de l'action politique. Eh bien, Mitterrand était impressionné par mon projet. Il a donné l'instruction
immédiatement à Jean-Louis Bianco, secrétaire de l'Élysée, à ce moment-là, pour constituer un petit comité avec moi pour préparer le programme de cet institut. Je le dis publiquement, Monsieur Jospin, ministre de l'Éducation nationale, a refusé de me recevoir. J'étais directeur de l'Institut d'études islamiques à la Sorbonne, j'étais son administré, je voulais lui présenter. Il a refusé de me recevoir, je le dis public. Je ne sais pas si j'en ai oui, moi, cher ami, je ne voulais pas le... Eh bien, il a refusé, on a perdu combien de 91 ans maintenant, ça fait 20 ans. On a perdu 20 ans pour faire quelque chose qui répondait aux besoins les plus profonds de toute l'immigration d'origine musulmane aujourd'hui, pour créer un contre-feu, un contrepoids à la parole des musulmans. Je crois que j'ai parlé trop. On s'impatiente. Il va pas avoir une tâche facile maintenant. Merci beaucoup.